Merci beaucoup, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Et je remercie les organisateurs du congrès de m'avoir invité à parler d'un sujet qui est vraiment à la pointe de l'actualité actuellement. Alors, je vais vous parler des nouveautés thérapeutiques dans le couple obésité-sommeil. L'obésité est une maladie chronique. C'est une maladie chronique qui touche actuellement plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et la prévalence de l'obésité, selon les données de l'OMS en 2022, je vais vous les montrer là tout de suite, sont extrêmement inquiétantes. Vous voyez là la Tunisie, avec une prévalence qui est de l'ordre de 30%. Nous faisons partie des pays où l'obésité a une prévalence élevée, mais j'aimerais vous montrer quand même que nos pays voisins, comme la Libye, l'Égypte et les pays du Golfe, les USA, le Mexique et certains pays d'Amérique latine ont une prévalence qui est encore plus élevée que chez nous et qui est de l'ordre de 35 à 75%. Ce que l'on considère actuellement, c'est que dans le monde, là, au jour d'aujourd'hui, la prévalence de l'obésité est en moyenne de l'ordre de 30%. Et que dans un avenir très proche, on va se retrouver avec une prévalence de l'obésité de l'ordre de 40%, ce qui est très inquiétant vu les comorbidités que l'on connaît qui sont engendrées par cette maladie. Alors, comme vous le savez tous, l'obésité est définie par un IMC qui est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré et c'est le principal facteur de risque étiologique de développement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et c'est pour ça que je suis conviée et que ce sujet est extrêmement intéressant. Alors, la prévalence du SAS est d'environ 40% chez les adultes qui ont un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. Et cette prévalence atteint 98%, c'est-à-dire que quasiment tous les patients qui ont une obésité morbide avec un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré sont atteints donc de syndrome d'apnée du sommeil. Et on sait qu'une augmentation progressive du poids chez un individu aggrave l'apnée du sommeil, tandis qu'une perte de poids réduit sa gravité mesurée par l'indice d'apnée-hypopnée. Alors, si on voit ça sous l'angle du syndrome d'apnée du sommeil maintenant, 41% des patients qui ont un SAS léger et 58% des patients qui ont un SAS donc modéré à sévère sont donc obèses. Et d'un point de vue physiopathologique, comment cette obésité est responsable d'un syndrome d'apnée du sommeil? Alors, il y a en gros, en fait, 3 anomalies majeures qui vont engendrer donc ce syndrome d'apnée du sommeil. Il y a un dépôt graisseux excessif qui se fait au niveau des voies aériennes supérieures et qui va comprimer la lumière trachéale par pression externe, ce qui va augmenter le risque de collapsus des voies aériennes supérieures. Il y a également, au cours de l'obésité, une graisse linguale qui a été observée et qui est associée de manière prévisible à une aggravation de l'obstruction des voies aériennes, et un autre phénomène qui est l'obésité abdominale, qui entraîne une réduction de la capacité vitale et augmente le risque de collapsus donc des voies aériennes supérieures. Alors le problème de ce couple, en fait, obésité-SAS, c'est que ces deux pathologies se potentialisent avec des conséquences néfastes et importantes pour la santé. Ces conséquences
sont les troubles neurocognitifs, donc de la somnolence diurne donc excessive. Et puis, ces deux pathologies sont responsables donc de comorbidités telles que l'hypertension artérielle, les troubles métaboliques et une augmentation des complications cardiovasculaires, ce qui va grever en fait lourdement le pronostic vital des patients atteints. Alors pour parler de l'approche thérapeutique donc, de ce couple obésité-SAS, j'ai choisi une démarche que l'on va en fait discuter au sujet d'une patiente, qui est un cas que l'on voit, une patiente en fait, un cas clinique assez courant. C'est Madame F qui est âgée de 50 ans et qui consulte pour suspicion de syndrome d'apnée du sommeil. Cette patiente, elle pèse 110 kg pour une taille de 1,53 m, ce qui lui fait un IMC égal à 47 kg par mètre carré, donc c'est une obésité morbide. Elle a un bilan thyroïdien normal, mais cette patiente est hypertendue et elle a une hyperlipidémie qui sont traitées médicalement. Elle a été appareillée par CPAP, mais elle continue à être gênée et la met de plus en plus rarement, donc problème d'observance classique chez ce type de patient. Alors cette patiente, donc le médecin qui l'a vue, lui a conseillé de suivre des mesures hygiéno-diététiques. Donc quelle est en fait la pertinence de cette approche? Et nous allons donc tout de suite en discuter. Alors, il est vrai que, quand on regarde les recommandations de l'American Thoracic Society, donc c'est des recommandations récentes de 2025, ces recommandations disent qu'en pratique clinique, pour les patients obèses souffrant de SAS, il est recommandé donc de pratiquer des modifications complètes du mode de vie, des changements alimentaires, et puis leur recommander de l'exercice physique. Mais en pratique, tout ça, qu'est-ce que ça donne chez les patients obèses souffrant donc de syndrome d'apnée du sommeil? Alors, j'ai choisi de vous présenter les résultats de cette étude qui sont très intéressants. En comparant, en fait, 120 patients obèses qui suivaient un régime seul versus 115 patients qui suivaient un régime et qui avaient en même temps une CPAP. Le régime chez ces patients consistait en une réduction de l'apport calorique d'environ 500 kilocalories par jour. Et puis, ces patients devaient faire 150 minutes de sport par semaine au moins. L'observation des patients a duré 52 semaines, ce qui fait à peu près 13 mois. Et c'est des patients qui ont été coachés aussi bien pour le volet diététique que pour le volet donc, exercice physique. Et qu'est-ce que l'on observe quand on soumet donc des patients à des mesures hygiéno-diététiques, donc à un régime plus sport? Eh bien, la surprise a été de constater que chez les patients qui n'avaient pas de CPAP, donc avaient juste des mesures hygiéno-diététiques, le changement de poids en 13 mois était de moins 1,6%, ce qui est quasiment négligeable. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Que quand on associe la CPAP, le changement de poids est un peu plus important, moins 2,3%, avec des extrêmes donc de moins 0,9 à moins 3,8, et ceci n'est pas en fait satisfaisant. Et on observe tout de suite, en fait, le peu d'impact que cette modification pondérale a sur l'indice d'apnée-hypopnée, puisque le taux de base était de 50,1 plus ou moins 31,5 pour le premier groupe, et que sous l'effet de cette perte de poids, il a diminué de moins 5,3 donc événements par heure. Et dans l'autre groupe, il était en moyenne de 53,1 plus ou moins 30,2.
et qu'avec cette perte de poids, il a diminué en moyenne de moins 5,5 événements par heure, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Actuellement, on sait que pour obtenir en fait un résultat sur le syndrome d'apnée du sommeil, donc et pour avoir un bénéfice sur cette pathologie, il faut une réduction du poids de 7 à 11%. Donc vous voyez qu'avec les mesures hygiéno-diététiques, on est quand même très très loin de cet objectif, ce qui explique le peu d'amélioration donc de ces patients. Une perte de poids de 10% en moyenne prédit une baisse de 26% donc de l'index apnée-hypopnée. Dans les essais cliniques maintenant, quand on regarde les résultats plus globaux, les interventions comportementales structurées, supervisées, sont associées à une perte de poids moyenne de 5 à 7% sur 6 mois. Et le problème, c'est qu'il y a cet effet yo-yo et que les patients reprennent du poids très rapidement après. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans les stratégies thérapeutiques pour la prise en charge de l'obésité, il y a 3 outils donc, thérapeutiques, c'est-à-dire non seulement l'intervention sur le mode de vie et le comportement, mais il y a également des solutions médicamenteuses et la chirurgie bariatrique et métabolique. Et ces 3 volets thérapeutiques peuvent être utilisés seuls ou en association. Alors, et je complète, donc dans les recommandations de l'American Thoracic Society, pour dire quand même que ce qu'ils disent, c'est qu'ils suggèrent donc une pharmacothérapie anti-obésité si l'IMC est supérieur à 27 kg par mètre carré, sans contre-indication, chez les patients qui n'ont pas réussi à perdre du poids par mesure hygiéno-diététique, ce qui est le cas de notre patiente. Et cette patiente donc, serait une candidate à une association, par exemple, à une pharmacothérapie anti-obésité. De plus, les patients qui ont un IMC supérieur à 35, sans contre-indication, quand le terrain, en fait, le permet, et qu'on n'a pas réussi à atteindre des objectifs par les mesures de perte de poids, eh bien, il y a aussi la possibilité de les traiter donc, via la chirurgie bariatrique. Mais c'est des approches qui sont beaucoup plus lourdes quand même que les approches médicamenteuses. Alors, les médicaments de l'obésité, ce n'est pas du tout une histoire récente. C'est une histoire même qui est très, très ancienne, puisque depuis au moins la première moitié du XXe siècle, on utilise en fait des médicaments contre l'obésité. Et les premiers agents médicamenteux que l'on a utilisés, c'était des agents médicamenteux à base d'amphétamine, à base d'autres stimulants, qui sont associés à des effets indésirables cardiovasculaires et psychiatriques majeurs, des risques de dépendance, qui a conduit à leur retrait en fait assez rapide du marché. Il y a un médicament qui existe également depuis une vingtaine d'années, qui est toujours commercialisé, c'est l'Orlistat. C'est un médicament qui inactive la lipase gastro-intestinale et pancréatique. En fait, il crée une malabsorption des graisses au niveau du tube digestif. Ceci entraîne l'excrétion dans les selles de à peu près 1/3 des graisses ingérées. Ça peut entraîner des pertes de poids de l'ordre de 10%, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas constantes. Mais le problème, le facteur très très limitant en fait à la prescription de ce médicament, c'est les fuites graisseuses, les stéatorées, qui sont très très gênantes pour les patients. Alors et là, je vais vous parler des vedettes actuelles dans le traitement de l'obésité, qui sont les incrétines. Incrétine pour Intestine Secretion Insuline. En fait, c'est des molécules qui ont été isolées depuis très très longtemps
dans des extraits intestinaux. La première fois, ça a été isolé en 1929. Le glucose dépendant insulinotropique polypeptide, donc le GIP, a été découvert en 1968. Et le glucagon-like peptide 1 a été découvert en 1980. C'est le GLP-1. Alors, physiologiquement, comment agissent ces molécules? Alors, je vais commencer par vous parler du GLP-1, donc, qui est une molécule extrêmement importante. Il faut savoir que le GLP-1 est synthétisé au niveau du tube digestif. Il est synthétisé au niveau des cellules L du tube digestif. En gros, c'est des cellules jeugénales et des cellules du début de la partie initiale, donc du côlon. Quand nous mangeons et que les aliments arrivent à ce niveau du tube digestif, ceci va provoquer la sécrétion de ces hormones, donc par la cellule intestinale, donc le GLP-1 qui va aller directement vers le pancréas pour entraîner une sécrétion, un pic en fait d'insulinosécrétion postprandiale au niveau du pancréas. Physiologiquement, c'est ce qui nous permet d'éviter les pics en fait d'hyperglycémie postprandiaux. En même temps, cette molécule a beaucoup d'autres effets. On sait qu'elle agit au niveau du système nerveux central et qu'elle réduit en fait les prises alimentaires, donc entraînant une satiété. Elle agit en ralentissant également la vidange gastrique et elle agit également sur la motilité du tube digestif. Et donc cette molécule, en entraînant donc la sécrétion d'insuline, comme je l'ai dit, va réduire donc les pics d'hyperglycémie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces récepteurs au GLP-1, ils existent donc au niveau du système nerveux périphérique et central. Et donc, de ce fait, c'est via ces récepteurs qu'il y a une action sur l'appétit. Mais il y a d'autres actions du GLP-1 qui entraînent la réduction de l'appétit. Le GLP-1 va réduire la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la gréline, qui est une hormone de la faim. Et ils agissent également en augmentant la sensibilité donc, à la leptine, favorisant ainsi la satiété. Par ailleurs, ils entraînent une diminution de la clairance métabolique de l'insuline, donc ce qui va augmenter l'efficacité en fait de l'insuline, une diminution de la concentration de glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, et puis ils favorisent le stockage des lipides. Le GIP est aussi une hormone qui est sécrétée en postprandial et qui va augmenter la sécrétion d'insuline en postprandial et une réduction de la glycémie en postprandial également. Alors, il semble que, mais ça reste quand même à démontrer de manière très rigoureuse, il est possible que le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypoxie intermittente, entraîne de même des dysrégulations des voies normales des incrétines et une diminution, par exemple, du GLP-1 et du GIP, mais ceci reste quand même, doit être confirmé de manière très rigoureuse ultérieurement. Les premières molécules qui ont été créées, donc médicaments, c'est l'exénatide des laboratoires Novo Nordisk, qui au départ se donnait à 2 injections quotidiennes, et il a été créé au départ pour traiter le diabète, parce que, bon, évidemment, ces médicaments sont très efficaces pour l'abaissement des glycémies des diabétiques. Il a été approuvé par la FDA en 2005. Et deuxième molécule, c'est le liraglutide, donc, qui a été approuvé
dans les années 2010 dans le traitement du diabète donc également. Alors, liraglutide, donc laboratoire Novo Nordisk, et là c'est plutôt les laboratoires Lilly. Alors, pour discuter un petit peu de l'efficacité de ces molécules sur l'obésité et sur le syndrome d'apnée du sommeil, j'ai choisi de vous montrer cette revue de la littérature. Bon, on ne voit pas très bien les chiffres, mais je vous les donnerai, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont pris en fait toute une série d'études qui se sont intéressées à l'effet de ces molécules, donc des incrétines, de la chirurgie bariatrique, d'autres traitements de l'obésité, effet sur le poids comparé à un placebo. Et certaines études ont ciblé également l'effet sur l'index d'apnée-hypopnée chez ces patients obèses. Donc là, vous avez de la chirurgie bariatrique. Là, vous avez de la phentermine et de la topiramine, qui sont des médicaments qui existent actuellement pour traiter l'obésité, un anorexigène, plus un antiépileptique donc, qui favorise un amaigrissement des patients, le liraglutide, le sémaglutide à la dose de 2,4 mg, donné pour 60 semaines et 104 et une durée plus longue à 104 semaines. Le sémaglutide en comprimé très fortement dosé à 50 mg qui n'est pas encore commercialisé, qui se donne tous les jours. Le tirzépatide à 15 mg une fois par semaine, soit 72 semaines versus placebo aussi. Et puis le rétatrutide 12 mg qui est encore en stade d'expérimentation, qui associe donc GIP et GLP-1 et du glucagon, et le tirzépatide qui associe donc du GIP et du GLP-1. Les noms de ces molécules, donc là c'est Wegovy, vous en avez sûrement entendu parler, c'est de l'Ozempic très fortement dosé, et là c'est la fameuse molécule Mounjaro, donc des laboratoires Lilly, et là c'est Saxenda, donc c'est Victoza donné à très forte dose, à 3 mg en injection quotidienne. Alors, quand on regarde les effets du liraglutide, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout de suite ce que ça fait. Le liraglutide, donc le fameux Saxenda, à 3 mg, injection quotidienne, ne fait pas grand-chose. J'ai été très surprise d'ailleurs du peu d'efficacité de ce produit, puisque pour des patients qui font 116,5 kg, ça donne une réduction pondérale de l'ordre de moins 6,7 kg, et que l'index d'apnée-hypopnée passe en moyenne de 49 à 36,8, donc moins 12,2 événements par heure. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas énorme. Maintenant, si on regarde le sémaglutide en injection donc hebdomadaire, donné pendant à peu près 60 semaines, il donne déjà une perte de poids qui est plus importante, qui est de l'ordre de 10 kg. Et quand on regarde le sémaglutide donné pour une durée plus prolongée d'une centaine de semaines, là, on atteint des pertes pondérales qui sont très intéressantes, qui sont de l'ordre de moins 16,1 kg. Le sémaglutide en comprimé à 50 mg donne aussi une perte donc pondérale qui est de l'ordre de moins 15,5 kg. Et la molécule qui est très intéressante, c'est celle-ci, donc c'est l'association du GIP et du GLP-1, donc le Mounjaro, qui donne une perte de poids de moins 23,6, et par rapport au placebo, donc ça fait une perte de moins 17,8%, un gain donc de moins 17,8% par rapport à la perte de poids que l'on a avec le placebo. Donc, molécules les plus intéressantes, c'est celle-ci, et
le sémaglutide, donc à 2,4 mg par semaine, quand on le donne sur une durée prolongée. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, bien sûr, si on continue avec la molécule qui est encore en expérimentation, c'est une molécule aussi qui est extrêmement intéressante et pour le jour où elle viendra sur le marché, elle serait intéressante à prescrire chez ce genre de patients. Comme dans la plupart des études, on n'a pas regardé l'effet sur l'index apnée-hypopnée. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de comparer un petit peu aux bons résultats de la chirurgie bariatrique que vous avez là, c'est-à-dire une perte de poids de l'ordre de moins 27,8 kg. Regardez ce que ça donne. Un abaissement donc, de l'index apnée-hypopnée de 65 à 39,5, soit à peu près moins 25,5%. C'est à peu près le résultat que l'on aurait avec Mounjaro et un résultat un petit peu moindre que l'on aurait avec Wegovy. Alors, rapidement, j'illustre donc pour la molécule, donc le Mounjaro, donc la comparaison des effets sur l'index d'apnée-hypopnée, donc et le bénéfice que l'on a très important par rapport au placebo. Donc là, chez les patients qui n'étaient pas sous CPAP, et là, chez les patients qui avaient en plus une CPAP, et l'abaissement du poids qui est beaucoup plus intéressant donc, sous cette molécule par rapport au placebo, et abaissement très intéressant également de l'index apnée-hypopnée chez les patients qui avaient une CPAP associée. Et il faut savoir que, apparemment, la CPAP, elle a aussi un effet sur la leptine et elle a aussi un effet sur la gréline. Donc une diminution de l'hormone de la faim et une augmentation de la disponibilité de la leptine, donc qui diminue le poids. Alors rapidement, les molécules, le sémaglutide, donc qui est FDA en 2021, donc pour le poids. Le tirzépatide a été approuvé en 2022 pour le diabète, en 2023 pour l'obésité, et c'est la molécule qui a été approuvée aussi pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil. Élément très important, c'est les effets indésirables. Les effets indésirables digestifs, surtout au début de la mise sous traitement, les nausées, vomissements, la constipation, diarrhée, etc., d'où l'intérêt de démarrer très, très progressivement ces molécules. On a dit à un moment qu'ils donnaient des idées suicidaires, qu'ils exacerbaient des syndromes dépressifs. D'après cette étude-là, quand on compare au placebo, on n'observe pas ces effets-là. Cancer médulaire de la thyroïde, aucun cas dans ces études chez les placebos ou les patients traités. J'aimerais attirer votre attention sur la pancréatite aiguë qui a été observée dans 2 cas, complications quand même sévères, dans 2 cas chez des patients qui prenaient du tirzépatide dans cette étude. Et puis, effet indésirable fréquent, dont on parle de plus en plus maintenant, c'est la sarcopénie. Quand on perd du poids, on perd 40% de muscles. Et les sujets obèses, déjà avant la perte de poids, ont généralement des muscles qui sont peu développés. Donc ça, c'est un véritable handicap auquel on est en train de s'intéresser de plus en plus. Alors les incrétines, si je résume, perte de poids, intérêt sur le syndrome d'apnée du sommeil, le diabète, les hyperlipidémies, l'hypertension artérielle, la réduction du risque cardiovasculaire que la CPAP seule ne sait pas faire. Les molécules les plus intéressantes, comme je vous l'ai dit, c'est le tirzépatide, donc à 15 mg, et le sémaglutide à 2,4 mg, administré de manière hebdomadaire. Très important à savoir les contre-indications, parce qu'actuellement, on voit vraiment du n'importe quoi dans la prescription de ces molécules, et l'automédication est extrêmement dangereuse. C'est des médicaments qui sont contre-indiqués dans le diabète de type 1, en cas d'antécédent personnel ou familial de cancer médulaire de la thyroïde,
Antécédent familial ou personnel de néoplasie endocrinienne multiple de type 2, association de carcinome médulaire de la thyroïde et de phéochromocytome, en cas d'insuffisance rénale, en cas d'antécédent ou de facteur de risque de pancréatite aiguë. J'ai vu prescrire ça à un pharmacien qui a fait déjà avant une pancréatite aiguë et qui a commencé sous GLP-1 à élever ses lipases. C'est très dangereux. En cas d'association de molécules antidiabétiques qui sont les inhibiteurs de la DPP4 qui agissent via notre GLP-1 endogène. Donc, il y a une potentialisation du risque de pancréatite aiguë entre les deux molécules. Il ne faut jamais associer ces deux médicaments. Et en cas de grossesse. Alors, les prescriptions vont avoir tendance à s'élargir de plus en plus, puisqu'on en parle prévention d'Alzheimer, bien sûr dans le syndrome d'apnée du sommeil, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, dans la NASH, donc la stéatose hépatique, dans le ralentissement de la progression d'une insuffisance rénale, de la néphropathie en particulier chez les diabétiques, dans les ostéoarthrites, dans la préparation à la fertilité en cas d'ovaire polykystique. Souvent, c'est des patients qui ont une insulinorésistance. Et puis, on dit qu'ils réduisent les addictions, addiction alcool et tabac. Moi, franchement, j'ai quelques cas dans la famille. Je n'ai vu aucune réduction d'addiction sous Ozempic, donc dans ces cas particuliers. C'est des jeunes molécules et elles sont quand même encore en observation. Docteur Turki, vous pouvez conclure. J'ai fini. Désolée. Alors, donc, après une longue et difficile histoire, des avancées majeures ont enfin été réalisées dans le développement de médicaments efficaces contre l'obésité. Les incrétines permettent des réductions de poids, des améliorations des facteurs de risque cardiovasculaire sans précédent, comparables aux résultats de la chirurgie bariatrique, sans la lourdeur de la chirurgie bariatrique. Il est important de noter que les effets bénéfiques sont démontrés sur un nombre croissant de pathologies dont je viens de parler. Les obstacles à l'accès doivent être surmontés pour que les soins de l'obésité atteignent un niveau comparable à celui des autres maladies chroniques. L'obésité est une maladie qui a le droit d'être soignée comme toutes les autres maladies. Donc là, vous avez dans les pipelines énormément de molécules qui sont en cours de traitement, en phase 3, en associant des molécules contre la sarcopénie, associant d'autres molécules. C'est un domaine qui est passionnant et qui est en train de faire un grand boom actuellement. Attention, cependant, attention, pas d'automédication, prescription et surveillance par médecin. Et je serais tentée de dire, comme on discutait tout à l'heure, par médecin spécialiste. Voilà, je vous remercie et désolée, je suis bavarde. Merci, Dr Turki, pour cette excellente présentation qui est très pointue. Et à mon avis, d'après mon expérience en tant que médecin nutritionniste, on observe assez souvent des échecs uniquement avec les mesures hygiéno-diététiques, oui. D'où l'impératif des nouveautés, la nécessité de ces nouveautés thérapeutiques, oui, qu'on arrive quand même à atteindre les objectifs pondéraux. On peut atteindre même 20 et plus que 20% de la perte de poids. Oui. On atteint des niveaux de perte de poids qui sont comparables à la chirurgie bariatrique. Oui, oui. C'est extraordinaire. Et moi, dernièrement, j'étais à un congrès européen de diabétologie où ils ont parlé de ça. Là où c'est la révolution. C'est-à-dire, il y a une sarcopénie, maintenant, on va fabriquer des molécules, récepteurs GLP-1, récepteurs GIP, et puis récepteurs contre donc, les molécules qui favorisent une sarcopénie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on observe en fait, des effets limitants, la recherche est en train de se développer pour éviter et pour faire des molécules qui sont de plus en plus sophistiquées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup, docteur Je vous en prie. Zinette. C'est très très beau ce que vous venez de dire. Ça paraît très prometteur, franchement. Oui, oui. Mais pour le prix de ces médicaments, je crois qu'ils sont trop chers.
et ils sont chers. la Ils sont disponibilité chers. en C'est Tunisie. pour ça que moi j'ai mis cette conclusion parce que j'ai trouvé important de dire que c'est des médicaments qui doivent devenir à la disponibles pour tous les patients qui en ont besoin. C'est-à-dire que nous, même moi personnellement, les patients obèses quand ils viennent, on les met sous régime et après, on s'énerve pratiquement contre eux parce qu'ils perdent de poids. Mais là, on se rend compte à travers les études qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser avec les mesures hygiéno-diététiques. Et c'est une maladie chronique. Donc, il faudrait que l'industrie pharmaceutique fasse des efforts pour réduire un peu les prix de ces médicaments pour qu'ils puissent être plus disponibles. Et puis, il faut lutter contre ces ventes anarchiques sur les réseaux sociaux, etc., de molécules qui peuvent être dangereuses pour la santé. On prend une question parce qu'on est en retard. Alors, logiquement, puisque, on maigrit grâce à l'effet de ces molécules. C'est des molécules qui sont données à long terme. Mais maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'expérience sur ça. C'est-à-dire, par exemple, c'est des molécules, parlons par exemple de Wegovy, on donne une injection par semaine, on a un résultat sur le poids que l'on attend, et maintenant, ce que l'on sait, chez ces patients, en maintenant quand même les mesures hygiéno-diététiques, on peut espacer. C'est-à-dire, au lieu de faire une injection par semaine, il peut espacer 15 jours et après se maintenir. Ça marche chez certains patients. Ça marche, d'accord ? Donc, on est en train d'agir comme ça. Mais c'est sûr que si, comme beaucoup de gens, on prend ça pendant 6 mois, on perd 15 kilos, 20 kilos, après on arrête complètement, les gens reprennent. Même le pondérostat, il n'a pas eu le temps d'ajuster en fonction du nouveau poids. Juste une question pour être dans la pratique. Donc il n'y a pas de prise en charge par les caisses par rapport aux produits pour les diabétiques. Non. Oui. Alors non, pas du tout. Non. Ce qui est disponible en Tunisie, c'est Victoza, donc liraglutide, mais à des doses beaucoup moins importantes. Chez les diabétiques, une injection par jour, d'accord ? C'est un médicament déjà. La Victoza n'est pas remboursée par les caisses. Les autres molécules n'ont pas encore été introduites en Tunisie. En 2026, très probablement, on va avoir sémaglutide, donc Ozempic et peut-être Wegovy. Pourquoi pas Manjera Il faudra batailler pour avoir un remboursement de ces molécules.